Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer le plus tôt possible de ne pas dépasser les quinzaines de minutes. Donc voilà, ma participation sera plutôt purement juridique. Je vais parler plutôt de l'évolution du droit pénal international à travers les jugements rendus par ce tribunal, donc par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Là, j'ai choisi le siège en fait du tribunal pénal international à La Haye comme photo. Donc, je vais commencer ma participation pour dire que pas de paix sans justice. C'est le postulat sur lequel, c'est basé normalement la création de toutes les juridictions pénales internationales. Donc, c'est le postulat sur lequel vraiment la justice, elle veut pas vraiment reprendre les victimes, ni ni guérir les blessés, mais au moins les gens qui sont touchés par la guerre des années 90 ressentent au moins, bien sûr, qu'il y a une justice équitable. Pour cette raison, l'une des missions essentielles du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, comme bien sûr les autres les tribunaux pénaux internationaux, c'est de juger les criminels de guerre après leur transfert par les autorités compétentes, en contribuant aussi à la prévention des crimes internationaux à l'échelle mondiale. Le statut de tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie comme un tribunal qui a été créé suite à une résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est en fait en 1993, donc a marqué vraiment une avancée historique dans la reconnaissance de droits des victimes, à la fois à la justice, à la vérité et surtout à la réparation. Réparation, c'est en fait des mesures prises par le droit international, le droit pénal international, sous forme de dédommagement. C'est une sorte de dédommagement pour les victimes de la guerre des années 90 en Bosnie-Herzégovine. Donc, une sorte de réparation. La réparation est bien sûr compensation, mais elle doit être au-delà d'une compensation juste monétaire ou une simple compensation matérielle. Donc, pour moi, je trouve que la lutte contre l'impunité, par exemple, c'est la lutte contre l'impunité, c'est un des compensations qui doit être réalisée, concrétisée, bien sûr, après la guerre des années 90. Le tribunal pénal international, comme les autres juridictions pénales internationales, ne dispose pas d'une force policière. Il n'y a pas de force policière pour le tribunal pénal international. Donc, c'est pour cette raison, il a conclu un accord avec l'Organisation internationale de police criminelle Interpol pour l'arrestation des suspects, des fugitifs et pour l'arrestation des criminels de guerre. Donc voilà, pour arrêter les auteurs de guerre. Oui. Le tribunal pénal international a inculpé 161 personnes, 161 actes d'accusation, c'est-à-dire avec 111 procès et 123 arrestations. Donc, les jugements issus du tribunal pénal international ont beaucoup participé à l'évolution du droit international en matière pénale, notamment avec l'accord de coopération entre ce tribunal et l'Organisation internationale de police criminelle pour l'arrestation des fugitifs en fuite. Donc, il est important de marquer les réelles avancées en matière d'arrestation, de sanctions et de prévention des crimes internationaux grâce au jugement du tribunal pénal international. Arrivons maintenant à la définition du droit pénal international. C'est quoi le droit pénal international? Donc, au sens large, le droit pénal international, c'est qui sert à lutter contre l'impunité. Donc, l'impunité, c'est un facteur d'insécurité. Donc, le fait de lutter contre l'impunité, c'est de favoriser la paix. Et la paix favorise à son tour la sécurité internationale. Donc, au sens strict de ce terme de droit pénal international, c'est une discipline qui est due à l'apparition des juridictions pénales, à la multiplication des traités internationaux et des conventions internationales, à l'instar de la convention de 1957 qui a été signée à Paris, la convention d'extradition de 1957, la convention et les traités de la prévention et la répression des crimes de génocide, etc.
et l'approfondissement de la coopération policière et judiciaire des États. Donc, c'est quoi le droit pénal international? C'est un ensemble de règles de droit réglementant la responsabilité pénale individuelle. Donc, c'est l'ensemble des règles qui ont créé des incriminations en fixant la sanction devant les juridictions pénales internationales, bien sûr dans le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est un droit sanctionnateur. Donc, la photo ici, elle vraiment présente la gravité des crimes qui ont été commis en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, tels que l'assassinat, les nettoyages ethniques, les violations sexuelles et voilà, donc la gravité et surtout le déplacement forcé de populations civiles de Bosnie-Herzégovine. Donc, ces crimes qui ont été commis durant les années 90, les auteurs, les auteurs responsables, les commanditaires de ces crimes, notamment sont Radovan Karadzic et Ratko Mladic, qui ont été arrêtés suite à une coopération des États. Ce sont des hommes d'État en Bosnie-Herzégovine, ex-chefs d'État et chefs politiques en Bosnie-Herzégovine, ont été arrêtés suite à une coopération justement des États avec, bien sûr à travers des organisations internationales, avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette coopération était vraiment essentielle et elle doit être soigneusement organisée par le canal des bureaux centraux nationaux. Le BCN Interpol sont des bureaux qui sont dispatchés partout dans le monde, dans chaque pays a un bureau, central national qui appartient à Interpol, bien sûr, tout ça pour arrêter les fugitifs en fuite et les criminels de guerre en fuite. La question que se pose là, c'est comment ou par quels moyens le tribunal pénal international peut-il contribuer à l'évolution du droit pénal international? Pour répondre à cette question, je vais déborder d'abord l'arrestation des personnes recherchées pour crimes relevant de la compétence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour arriver ensuite à la coopération des États, en fait l'importance des coopérations des États en vue d'extrader les criminels de guerre en Bosnie-Herzégovine et sa relation avec le sentiment de justice. Donc la première partie, l'arrestation des personnes recherchées pour crimes relevant de la compétence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce caricature présente l'arrestation de Ratko Mladic comme ex-chef politique en Bosnie-Herzégovine. Donc vous voyez les empreintes digitales et vraiment le son c'est de partout, ça présente les crimes commis par ce ex-chef politique en Bosnie-Herzégovine. C'est un criminel de guerre qui a vraiment commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide contre les populations en Bosnie-Herzégovine. Donc la situation en Bosnie-Herzégovine ne s'est améliorée que grâce à l'arrestation des suspects et à la collecte d'informations auprès des témoins. La collaboration avec les organisations internationales de police criminelle Interpol depuis la fin de la guerre a marqué les débuts de l'évolution justement du droit pénal international. Donc l'exécution des mandats d'arrêt à l'encontre des fugitifs, les mandats d'arrêt, ce sont des mandats qui sont diffusés par le tribunal international, par le Interpol à l'encontre des fugitifs en fuite. Donc, en fuite, a multiplié les efforts faits pour poursuivre et juger les responsables de la guerre déclenchée en ex-Yougoslavie dans les années 90. L'institution de l'obligation de coopération entre la police et la justice était l'unique solution pour interpeller les auteurs et le co-auteur en fuite lors de la guerre en Bosnie. Arrivons sous le deuxième sous-titre de la première partie, l'apport des jugements du tribunal pénal international à la qualification des poursuites pénales. Donc l'exécution des mandats, voilà, à l'encontre des fugitifs en fuite, et l'institution des obligations de coopération entre la police et la justice était l'unique solution pour interpeller les auteurs. Donc, personne, avant l'institution du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, personne ne croyait, il y a pas une arrestation des chefs d'État, des ex-chefs, des chefs politiques. Donc, c'est né qu'avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie que des présidents, des dirigeants ou des responsables d'un État puissent être arrêtés et jugés. Avec ce tribunal, personne ne peut se soustraire à la justice pénale internationale.
Donc, autre nouveauté du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a pu solliciter à travers la coutume internationale la coopération d'un État non parti au statut de tribunal international pour l'ex-Yougoslavie par une déclaration expresse déposée auprès de greffe de tribunal. Donc, la jurisprudence là du tribunal pénal international permet de dire que la coutume joue un rôle très important pour l'arrestation d'un fugitif au sein d'un État, même qu'elle n'est pas partie au statut de tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc, pourquoi le seul accord conclu à l'époque, c'est pour ça le seul accord conclu entre le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et Interpol ne se fit pas pour l'arrestation des auteurs de crimes qui sont en fuite. Donc, il est très important aussi de mettre en place de nouvelles techniques et de nouveaux moyens. Je parle d'aujourd'hui pour sortir un petit peu de la question de l'ancienneté, de la question de l'histoire. Donc, aujourd'hui, il est vraiment important aussi de mettre en place de nouvelles techniques et de nouveaux moyens ou mécanismes d'arrestation et de contrôle capables d'empêcher la fuite des personnes recherchées pour crimes graves. La multiplication des accords ainsi entre les bureaux centraux nationaux, le BCN Interpol, et les juridictions pénales internationales, et notamment là, la CPI, la Cour pénale internationale, comme la seule juridiction pénale internationale aujourd'hui, pour sortir là un petit peu de l'histoire de Bosnie-Herzégovine et pour, bien sûr, avancer un petit peu avec le droit pénal international. Donc, le succès des arrestations contribue à l'établissement de la vérité. L'arrestation de fugitifs est une condition pour l'établissement de la vérité, permet de répandre le sentiment de justice. Il n'y a pas de sentiment de justice sans l'établissement de la vérité. Sans établissement de la vérité, sans l'arrestation de fugitifs, il n'y aura aucun sentiment de justice. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la justice, une justice équitable ne va pas reprendre les victimes, ne va pas guérir les blessés, mais au moins le sentiment de justice pour les victimes de la guerre des années 90. Donc, la responsabilité pénale individuelle, l'élément matériel et l'entente en vue de commettre un crime de l'incitation, c'est-à-dire l'élément matériel, c'est la commission directe de crimes durant les années 90, ainsi que l'ordre de commettre ces crimes. Donc, l'entente et l'ordre de commettre les crimes engagent la responsabilité pénale individuelle. L'interprétation du jugement rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie confirme que c'est l'arrestation d'un suspect qui donne réellement un sens à la responsabilité pénale internationale pour les crimes commis. Là, je déborde l'arrêt Tadic. La Chambre d'appel a considéré que la responsabilité pénale de co-auteur est bien établie en droit international coutumier et consacrée implicitement dans le statut de tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. S'agissant des éléments objectifs et subjectifs des crimes, ce qui l'en applique, c'est le but ou l'intention criminelle. Le co-auteur, c'est-à-dire, c'est pas l'auteur principal, c'est pas l'auteur, c'est pas lui qui va commettre le crime directement. Il a commis le crime. Il va donner l'ordre pour commettre les crimes. L'article 7 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie prévoit que toutes les personnes qui participent à la planification, à la perpétration ou à l'exécution de violations graves de droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie contribuent à commettre la violation et sont donc individuellement responsables. Donc l'ordre est une forme de responsabilité pénale individuelle. Concernant l'arrêt Milosevic et l'arrêt Plazic, le tribunal pénal international a démontré que personne indépendamment de son statut ne peut être hors de portée de la justice pénale internationale. Arrivons à la deuxième partie pour déborder la coopération et vraiment l'importance de la coopération des États en vue d'extrader les criminels de guerre en Bosnie-Herzégovine et le sentiment de justice, pour dire que la répression des crimes passe par la coopération des États avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour l'extradition des criminels. Cette coopération elle a beaucoup contribué au respect du principe de la lutte contre l'impunité, et la matérialisation de ce principe de la lutte contre l'impunité donne un sentiment de justice qui peut être rendu aux victimes.
Concernant l'affirmation de la lutte contre l'impunité en collaboration avec les États pour l'extradition des suspects, la crédibilité de la lutte contre l'impunité dépend du rôle joué par la justice et la police. Donc, la lecture combinée des statuts de Tribunal pénal international et d'Interpol permet de constater que les deux ont effectivement mis l'accent sur l'importance qu'il existe entre la coopération policière judiciaire. Donc, pour l'arrestation, bien sûr, des fugitifs et des criminels de guerre. Donc, la coopération policière judiciaire entre les États est vraiment, à travers, bien sûr, les BCN des États, les bureaux centraux nationaux des États, elle est d'importance majeure pour arrêter les criminels et l'arrestation des fugitifs en fuite. Là, je déborde la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris en 1957, qui a déjà mis à la charge des États parties l'obligation d'extradition. Cette convention a été ratifiée par la Bosnie-Herzégovine en 2005. Cette convention a défini les infractions qui sont susceptibles de donner lieu à l'extradition des criminels. Cette convention a récemment été appliquée par la Cour des plaintes, c'est le tribunal fédéral suisse, dans son arrêt de 11 février 2020, justement pour arrêter un Bosniaque qui, c'est le 10 janvier 2020, il était interpellé. Dans cette affaire, l'avocat qui présente un Bosniaque, bien sûr, a renoncé contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bosnie-Herzégovine. Donc, cette demande a été diffusée en avril 2019 par le BCN Interpol Sarajevo, le bureau, en fait, central national à Sarajevo. Donc, pour finir, pour ce sous-parti, l'extradition des auteurs des crimes de guerre perpétrés dans les années 90 en Bosnie a contribué à l'établissement et au rétablissement de la justice sur le terrain. Seule la coopération avec les États est en mesure de rendre possible l'arrestation ou non des auteurs de crimes. Et c'est seulement cette coopération qui permet, bien sûr, la coopération des États, qui permet de rendre possible ou non, une justice équitable en Bosnie ou ailleurs. Arrivons au sentiment de justice. Le sentiment de justice comme un concept pertinent qui contribue à la réhabilitation en Bosnie-Herzégovine. Le sentiment de justice est à l'origine, c'est un concept qui est issu des sciences sociales, qui s'est fut intégré après en fait, en matière juridique, c'est une intégration qui vient de l'idée que la justice participe au rétablissement des pertes humaines engendrées par la guerre des années 90 en Bosnie-Herzégovine. Et ce sentiment de justice, justement, a fortement encouragé le développement des relations amicales après la guerre, puisque la justice présente une priorité au sein de la communauté bosnie. Il est ici significatif aussi que le sentiment de justice constitue une des attentes des citoyens victimes de la guerre dans les années 90. En termes de coût de sentiment de justice, même si la justice, bien sûr, je reprends pour dire, même si les justices n'auront pas les morts à la vie et ne rectifient pas ce qui est déjà totalement ruiné en Bosnie-Herzégovine depuis de 1992 à 1995, il faut qu'elle soit au moins efficace, notamment avec la coopération des États. Donc, pour conclure, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a ouvert de nouvelles perspectives, en particulier dans le domaine du droit international humanitaire et surtout de la responsabilité pénale individuelle. Vraiment, je me concentre sur la responsabilité pénale individuelle parce que même les auteurs qui sont déguisés derrière leur ordre pour donner l'ordre à commettre des crimes sont responsables devant le droit pénal international. Et ce n'est qu'avec le tribunal pénal international que la question de savoir si les actes commis par une personne peuvent engager la responsabilité pénale individuelle d'une autre personne, au cas où elles sont programmées toutes les deux de le commettre. Les jugements ont évoqué l'influence du tribunal sur le droit international et sur les travaux préparatoires à la création de la Cour pénale internationale comme la seule juridiction pénale internationale aujourd'hui permanente depuis 1998. La jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a beaucoup contribué à la naissance d'une règle internationale de nature coutumière, ouvrant ainsi la voie à son utilisation par d'autres juridictions.
Donc ce tribunal, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, de la création à la fermeture, a laissé vraiment une trace inoubliable, une trace indélébile, pardon. Voilà, merci pour votre attention.